Mon nouveau-né était sous respirateur, luttant pour sa vie, quand ma mère m'a envoyé un texto, apporte le dessert pour la gender reveal de ta sœur. Ne sois pas inutile. J'ai répondu, je suis à l'hôpital avec un bébé. Elle a répliqué, les priorités. Montre-toi où sort de nos vies. Mon père a textoté, la journée de ta sœur est plus importante que tes drames. Ma sœur a ajouté, toujours à tout ramener à toi. Je les ai tous bloqués et je suis restée aux côtés de mon bébé toute la nuit. Le lendemain matin, ma fille de 6 ans, qui dormait dans le fauteuil à côté de moi, a murmuré, « Maman, mamie est venue ici cette nuit pendant que tu dormais. » Elle a débranché la machine et a dit, « Si le bébé meurt, on pourra tous passer à autre chose. » L'infirmière l'a surprise et a appelé la sécurité. J'ai vérifié les caméras de l'hôpital, et ce que j'ai vu m'a laissée tremblante. Il y a 3 jours, mon monde se composait de moniteurs qui bipaient, d'odeurs d'antiseptiques et de prières chuchotées dans l'obscurité d'une unité de soins intensifs néonatales. Ma fille nouveau-née, Rosalie, était arrivée avec 6 semaines d'avance après une césarienne d'urgence, lorsque ma tension artérielle avait grimpé à des niveaux dangereux. Les médecins avaient réussi à me stabiliser en quelques heures, mais les poumons de Rosalie n'étaient pas assez développés pour fonctionner seuls. Elle pesait 1,87 kg. Ses doigts étaient plus petits que l'ongle de mon petit doigt. Chaque respiration qu'elle prenait nécessitait une assistance mécanique. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis vendredi. Mon mari, Kevin, partageait son temps entre ma chambre de convalescence et l'unité de néonatologie, m'apportant des nouvelles toutes les heures pendant que je reprenais assez de force pour me déplacer seule. Notre fille aînée, Brooklyn, était d'abord restée chez les parents de Kevin, mais elle avait supplié de revenir. Elle voulait voir sa petite sœur. Elle voulait être avec nous. Et donc, j'étais assise là, à 18h47 un dimanche soir, enfin assez bien pour être dans un fauteuil roulant à côté de la couveuse de Rosalie, tenant Brooklyn sur mes genoux pendant que nous fixions toutes les deux la petite silhouette à l'intérieur. La poitrine de Rosalie se soulevait et s'abaissait au rythme d'un respirateur. Des tubes et des fils la reliaient à des machines qui suivaient chaque battement de cœur, chaque souffle, chaque fluctuation de son niveau d'oxygène. Les infirmières m'avaient assuré que ces constantes s'amélioraient, mais « amélioration » semblait être un mot d'une autre langue. Tout ce que je voyais, c'était sa fragilité. Mon téléphone a vibré, puis a vibré à nouveau, puis une 3e fois en succession rapide. Le premier message venait de ma mère, Darlene Mitchell. La gender reveal est à 17h demain. Apporte le gâteau à la mousse au chocolat de chez Molinari. Ne te pointe pas les mains vides et inutiles comme la dernière fois. J'ai fixé l'écran, certaine d'avoir mal lu quelque chose. Ma sœur Courtney était enceinte de 5 mois de son premier enfant, et la famille planifiait cette fête de révélation depuis des semaines. J'étais au courant, bien sûr. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était qu'on s'attende à ma présence alors que ma fille nouveau-née luttait pour sa survie à l'hôpital, à 30 minutes de là. Mes pouces ont glissé sur l'écran avant que je puisse formuler une réponse diplomatique. Je suis à l'hôpital avec un bébé. Elle est toujours sous respirateur. Je ne pourrai pas venir demain. La réponse est arrivée en quelques secondes. Les priorités. Montre-toi où sort de nos vies. J'ai lu ces 7 mots 4 fois. Ma mère les avait tapés délibérément. Elle avait choisi chacun d'eux. Elle avait appuyé sur « Envoyer » sans hésitation. Avant que je puisse digérer cette cruauté, le nom de mon père est apparu sur la barre de notification. Denny Mitchell envoyait rarement des textos. Il préférait les appels téléphoniques, de préférence brefs et à l'endroit au but. Le fait qu'il ait tapé un message signifiait que ma mère l'avait déjà contacté. La journée de ta sœur est plus importante que tes drames. Ne gâche pas ça pour elle. Drame. Ma fille était connectée à une machine qui respirait pour elle et mon père réduisait cela à des drames. Une 3e notification. Courtney. Toujours à tout ramener à toi. Certaines choses ne changent jamais. Brooklyn a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi tu trembles? Je n'avais pas réalisé que c'était le cas. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone, en lisant et relisant les messages des 3 personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement.
C'étaient les individus qui avaient assisté à mon mariage, qui étaient venus me voir à la naissance de Brooklyn, qui avaient envoyé des cadeaux et des cartes, et maintenu l'apparence d'une affection familiale pendant 34 ans. Ce sont juste des messages de mamie, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Rien d'important. Est-ce qu'elle vient voir Rosalie? La question m'a anéanti. Brooklyn adorait sa grand-mère. Darlene avait toujours comblé sa première petite fille d'attention, l'emmenant faire du shopping, lui tressant les cheveux, lui donnant des biscuits en cachette avant le dîner. Quel que soit le dysfonctionnement qui existait entre ma mère et moi, elle avait réussi à le cacher à Brooklyn. Jusqu'à maintenant. Je ne pense pas, ma chérie. Tante Courtney a une fête demain. Le visage de Brooklyn s'est plissé de confusion. Mais Rosalie est malade. Je sais. Mamie ne veut pas aider? Je n'avais aucune réponse qui n'aurait pas brisé l'illusion que ma fille se faisait de la femme qu'elle appelait « mamie ». Alors j'ai fait ce que j'ai été conditionnée à faire toute ma vie. J'ai trouvé des excuses. Mamie est très occupée à aider tante Courtney. Les gens gèrent les choses différemment. Les mots avaient un goût de cendre. Je mentais à mon enfant pour protéger une femme qui ne méritait aucune protection. J'ai bloqué les 3 numéros. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre table sur la petite table à côté du fauteuil. Kevin a emmené Brooklyn dîner à la cafétéria pendant que je restais avec Rosalie, incapable de la quitter ne serait-ce que pour un repas. À leur retour, Brooklyn a insisté pour dormir dans l'unité de néonatologie avec moi. Kevin a fait apporter un fauteuil inclinable et elle s'est blottie à côté de mon fauteuil roulant pendant que je veillais sur sa sœur. Les infirmières ont changé de service à 23 heures. L'infirmière de nuit, une femme nommée Gloria qui travaillait en néonatologie depuis 22 ans, a vérifié les constantes de Rosalie et a ajusté l'une de ses perfusions. Ses chiffres s'améliorent, a-t-elle dit doucement, consciente de l'enfant endormi à proximité. Le docteur pense qu'on pourrait commencer à la sevrer du respirateur d'ici mercredi si cette tendance se poursuit. Mercredi. Encore 4 jours. 4 jours de plus à regarder ma fille respirer à travers un tube. À compter les secondes entre chaque sifflement mécanique. À espérer que rien ne tourne mal au milieu de la nuit. Merci, ai-je murmuré. Gloria a hésité près de la porte. Madame Brennan, il y a une femme à l'accueil qui demande des nouvelles du bébé. Cheveux argentés, plus âgée, elle dit que c'est la grand-mère. Une vague de froid m'a envahi. Ne la laissez pas entrer. Elle n'est pas autorisée à visiter. Les sourcils de Gloria se sont légèrement levés, mais elle a hoché la tête sans remettre en question ma décision. Je préviendrai l'accueil. Les ordres de famille seulement sont déjà dans le dossier, mais je m'assurerai qu'ils comprennent qu'elle est spécifiquement exclue. Elle est partie. J'ai serré Brooklyn plus fort contre moi et j'ai fixé la porte, attendant qu'elle s'ouvre brusquement, attendant que ma mère force le passage malgré les restrictions. Les minutes ont passé, puis 1 heure. Finalement, l'adrénaline s'est dissipée et l'épuisement a gagné. Kevin était retourné à l'hôtel pour se reposer correctement, prévoyant de revenir à l'aube. Je me suis endormie d'un sommeil agité vers 2 heures du matin, ma main reposant toujours sur le bord de la couveuse de Rosalie. La lumière du matin a frappé mon visage vers 7 heures. Je me suis réveillée désorientée, le cou raide à cause de l'angle inconfortable, la bouche sèche à cause de l'air recyclé de l'hôpital. Brooklyn dormait encore dans le fauteuil à côté de moi, une couverture d'hôpital drapée sur son petit corps. Les infirmières avaient dû ajuster sa position pendant la nuit. J'ai immédiatement vérifié Rosalie. Elle était stable. Les chiffres sur le moniteur n'avaient pas changé de manière spectaculaire, ce qui, selon Gloria, était en fait un bon signe. La constance signifiait que son corps s'adaptait. Je me suis permis un moment de soulagement prudent. Brooklyn a bougé. Ses yeux se sont ouverts lentement, clignant face aux lumières fluorescentes. Elle a regardé autour de la pièce comme pour se rappeler où elle était. Et puis son regard s'est posé sur moi. Maman. Salut, ma puce. Tu as bien dormi? Elle n'a pas répondu à la question. Au lieu de cela, elle s'est redressée, son expression se transformant en quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant.
La peur mêlée à la confusion, mêlée au poids d'un secret qu'elle ne voulait pas porter. Maman, mamie est venue ici cette nuit. Mon estomac s'est noué. Que veux-tu dire, ma chérie? Pendant que tu dormais. La voix de Brooklyn est tombée à un murmure à peine audible. Elle est entrée dans la chambre. Je me suis réveillée parce que la porte a fait du bruit. J'ai fait semblant de dormir parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse partir. Qu'est-ce qu'elle a fait? La lèvre inférieure de Brooklyn a tremblé. Elle est allée vers le lit de Rosalie. Elle a regardé la machine et puis elle a tiré sur un câble. Elle a dit quelque chose de très bas. Je l'ai à peine entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit, Brooklyn? Les yeux de ma fille se sont remplis de larmes. Elle a dit, si le bébé meurt, on pourra tous passer à autre chose. Le monde s'est arrêté. Le son a cessé d'exister. Je ne sentais plus mes mains, mon visage, mon cœur battre. Tout s'est réduit à un seul point d'horreur si absolu que mon cerveau refusait de le traiter pleinement. Qu'est-ce qui s'est passé après? La machine s'est mise à biper très fort. Une infirmière est arrivée en courant et a crié sur mamie. Puis des hommes de la sécurité sont venus. Mamie a crié qu'elle était de la famille et qu'ils ne pouvaient pas lui faire ça. Ils l'ont emmenée. Brooklyn pleurait maintenant, les larmes coulant sur ses joues. J'ai eu si peur, maman. Je ne savais pas quoi faire. Je croyais que Rosalie allait mourir. J'ai pris Brooklyn dans mes bras, la serrant fort pendant que mon esprit parcourait les implications. Ma mère était venue à l'hôpital au milieu de la nuit. Elle avait trouvé son chemin jusqu'à l'unité de néonatologie malgré mes instructions explicites. Elle avait tenté de déconnecter le respirateur de ma fille nouveau-née. Elle avait essayé d'assassiner mon bébé. Tu as été si courageuse, ai-je réussi à dire, bien que ma voix ne semble pas être la mienne. Tu es la fille la plus courageuse du monde entier. J'ai besoin que tu restes ici une minute. Tu peux faire ça? Brooklyn a hoché la tête, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. J'ai trouvé Gloria au poste des infirmières. Elle a vu mon visage et s'est immédiatement éloignée de l'ordinateur. Madame Brennan, j'allais vous parler dès votre réveil. Il y a eu un incident cette nuit. Ma fille m'a raconté. Je dois voir les images de vidéosurveillance. Gloria a échangé un regard avec une autre infirmière. La police a déjà été contactée. L'inspecteur Morrison est en route. L'administration de l'hôpital a pensé qu'il valait mieux attendre. Je dois les voir maintenant. Quelque chose dans mon expression a dû transmettre l'urgence. Gloria m'a conduite au bureau de la sécurité au rez-de-chaussée, où un homme nommé George a affiché les images pertinentes sur un moniteur. L'horodatage indiquait 3h17 du matin. L'angle de la caméra montrait le couloir à l'extérieur de l'unité de néonatologie, où ma mère marchait d'un pas décidé vers les portes à accès restreint. Elle était bien habillée, comme si elle venait d'un événement. Une infirmière l'a arrêtée à l'entrée. Il y a eu une brève conversation. Ma mère a sorti quelque chose de son sac, une carte plastifiée qui semblait être un faux badge de visiteur d'hôpital qu'elle avait dû créer elle-même. L'employée de nuit, peu familière avec notre situation familiale, l'a examinée et s'est écartée. Nous avons déjà traité la faille de sécurité avec le personnel, a dit Georges doucement. Le badge était assez convaincant pour tromper quelqu'un qui ne savait pas qu'il fallait se méfier. Les images ont continué. J'ai regardé ma mère entrer dans l'unité de néonatologie. Elle a marqué une pause, observant l'espace, puis a marché directement vers le poste de Rosalie. Elle est restée debout au-dessus de ma fille pendant près d'une minute entière. Son expression était illisible à cette distance. Puis elle s'est penchée. Sa main a trouvé le câble du respirateur. Elle a tiré. Les moniteurs ont éclaté en alarme. Ma mère a reculé, regardant les écrans qui clignotaient des avertissements rouges. Elle n'a fait aucun mouvement pour reconnecter le câble. Elle est simplement restée là, observant, pendant que les niveaux d'oxygène de ma fille chutaient. Gloria a fait irruption par la porte 12 secondes plus tard. Elle a immédiatement reconnecté le respirateur et a commencé à vérifier les signes vitaux de Rosalie. Ma mère a tenté de s'approcher, tendant la main vers la couveuse.
Gloria l'a physiquement bloqué et a crié pour la sécurité. Les 2 minutes suivantes ont été chaotiques. La sécurité est arrivée. Ma mère a argumenté, a montré le bébé du doigt, a gesticulé sauvagement. Ils l'ont escorté hors de la pièce. La vidéo s'est terminée avec Gloria stabilisant Rosalie pendant qu'une autre infirmière documentait tout dans l'ordinateur. Le bébé a été sans ventilation pendant environ 37 secondes, a dit Georges doucement. Ils ont réussi à tout rétablir avant que des dommages durables ne se produisent. Heureusement que l'infirmière a réagi si vite. 37 secondes. Ma fille avait cessé de respirer pendant 37 secondes parce que ma mère avait décidé que sa mort serait plus pratique que sa survie. J'ai demandé à voir les images de la conversation au bureau de la sécurité après l'incident. Georges les a trouvées. Ma mère, flanquée de 2 gardes de sécurité, se disputait avec le superviseur de nuit. La caméra n'avait pas de son, mais son langage corporel disait tout. Les gestes autoritaires, le doigt pointé, la conviction absolue qu'elle n'avait rien fait de mal. La police a une copie de tout, a dit Georges. L'inspecteur Morrison voudra prendre votre déposition. L'hôpital porte plainte pour accès non autorisé à une zone restreinte, utilisation de faux papiers et mise en danger d'un patient. Compte tenu de ce que montrent les images, j'imagine qu'il y aura des charges supplémentaires de la part des forces de l'ordre. Je l'ai remercié sans vraiment entendre mes propres mots. Je suis retourné à l'unité de néonatologie dans un état second. Brooklyn était exactement là où je l'avais laissé, recroquevillée sur la chaise avec une couverture tirée jusqu'au menton. Rosalie était stable. Les moniteurs émettaient leur rythme régulier. Tout semblait identique à 1 heure auparavant, et pourtant rien ne serait plus jamais pareil. Sur le chemin du retour, je suis passé devant la chapelle de l'hôpital. La porte était ouverte, révélant une petite pièce avec des bancs en bois et des vitraux qui filtraient la lumière du matin en douces teintes de bleu et de vert. Un homme âgé était assis seul au premier rang, la tête baissée. Je n'avais jamais été particulièrement religieuse, mais quelque chose m'a poussée à m'arrêter. Je me suis assise sur le dernier banc et j'ai fixé la simple croix en bois accrochée au mur. Mes mains tremblaient encore. Les images de la vidéosurveillance tournaient en boucle dans mon esprit. Ma mère se penchant, tirant sur le câble, regardant les moniteurs crier des avertissements qu'elle choisissait d'ignorer. Comment une grand-mère peut-elle tenter d'assassiner sa propre petite-fille ? Quel mécanisme psychologique permet à quelqu'un de se tenir devant une couveuse et de décider que la petite vie à l'intérieur mérite de s'éteindre ? J'avais brièvement étudié la psychologie à l'université, suivi quelques cours sur les troubles de la personnalité et le comportement antisocial. Aucune de ces connaissances académiques ne m'avait préparé à en être témoin de première main chez quelqu'un que je connaissais depuis toujours. L'homme âgé a terminé ses prières et est passé devant moi en traînant les pieds. Il s'est arrêté un instant, posant une main usée sur mon épaule. Quel que soit le fardeau que vous portez, ma chère, vous n'avez pas à le porter seule. Je n'ai pas pu répondre. Il m'a tapoté l'épaule une fois de plus et a continué vers la sortie. Seule dans la chapelle, je me suis permis de m'effondrer. Les larmes sont venues en sanglots rauques, mon corps secoué par une force d'émotion que j'avais réprimée depuis que Brooklyn avait murmuré sa révélation horrifiante. Le deuil pour la mère que je n'avais apparemment jamais vraiment connue. La rage face à sa cruauté. La terreur de voir à quel point nous avions failli perdre Rosalie. La culpabilité de ne pas avoir pu empêcher cela d'une manière ou d'une autre, que ma décision de bloquer le numéro de ma mère ait pu provoquer sa visite nocturne. La culpabilité était irrationnelle. Je le comprenais intellectuellement. Les actions de ma mère étaient son propre choix. Le fait de bloquer son numéro ne l'avait pas forcé à conduire 30 minutes jusqu'à un hôpital et à tenter un infanticide. Pourtant, l'esprit humain n'opère pas toujours selon la logique, surtout lorsqu'il traite un traumatisme. J'ai passé 20 minutes dans cette chapelle, me reconstruisant morceau par morceau. Quand je suis finalement retournée à l'unité de néonatologie, mes yeux étaient rouges, mais mes mains avaient cessé de trembler. L'inspecteur Morrison est arrivé à 9 heures. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec un air patient qui suggérait qu'il avait géré d'innombrables conflits familiaux au cours de sa carrière. Mais ce n'était clairement pas une affaire ordinaire.
Madame Brennan, je comprends que c'est une situation extrêmement difficile. Je dois prendre votre déposition et je devrais également parler à votre fille, si cela ne vous dérange pas. Nous avons des officiers spécialement formés pour interroger les enfants. J'ai hoché la tête. Pour le dossier, pouvez-vous décrire votre relation avec Darlene Mitchell? Par où commencer? Comment résumer 34 ans d'amour conditionnel, de critiques déguisées en inquiétude, de manipulation vêtue d'affection maternelle? C'est ma mère. Nous n'avons jamais été particulièrement proches. Elle a toujours favorisé ma sœur, Courtney. Quand Rosalie est née prématurément et a dû être mise sous respirateur, ma mère m'a envoyé un texto me demandant d'apporter un dessert à la gender reveal de ma sœur. Elle m'a dit que si je ne venais pas, je devais rester hors de leur vie. Elle a qualifié l'urgence médicale de ma fille de drame. Morrison écrivait sans s'arrêter. Et vous avez répondu à ces messages? Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué mon père et ma sœur. J'ai dit au personnel infirmier de ne pas lui permettre l'accès à l'unité de néonatologie. Aviez-vous une quelconque indication qu'elle pourrait tenter quelque chose comme ça? J'ai réfléchi attentivement à la question. La réponse honnête était non. La réponse plus nuancée était que j'aurais dû le savoir. Ma mère avait toujours considéré les inconvénients comme un affront personnel. Elle avait passé toute mon enfance à me faire comprendre que mes besoins étaient secondaires à l'image qu'elle voulait projeter au monde. Mais une tentative de meurtre sur un nourrisson, sa propre petite fille? Non. Je savais qu'elle était égoïste. Je savais qu'elle donnait la priorité à ma sœur. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de faire du mal à un bébé. Morrison a posé d'autres questions. Comment j'étais arrivée à l'hôpital? Ma mère avait-elle fait des menaces précédentes? Y avait-il quelqu'un d'autre qui pourrait corroborer les dynamiques familiales difficiles? J'ai répondu à tout. Quand il a eu fini avec moi, une officière nommée Janet a parlé avec Brooklyn dans une pièce séparée. Brooklyn a raconté son histoire avec un sang-froid remarquable, décrivant ce dont elle avait été témoin avec la clarté d'un enfant qui comprenait l'importance de dire la vérité. À midi, ma mère avait été formellement arrêtée. Les chefs d'accusation comprenaient la tentative de meurtre, la mise en danger d'enfants, l'accès non autorisé à un établissement médical, l'utilisation de faux papiers et la manipulation de matériel médical. Le bureau du procureur considérait que le dossier était solide, compte tenu des preuves vidéo et des témoignages. Mon téléphone était éteint depuis la veille. Je l'ai rallumé pour trouver 47 appels manqués et des dizaines de messages textes. La plupart venaient de mon père. Plusieurs de Courtney. Quelques-uns de membres de la famille élargie dont je reconnaissais à peine les numéros. Je les ai lus dans l'ordre chronologique, observant le ton changer à mesure que la nouvelle se répandait. Les premiers messages de mon père continuaient sur le thème de la nuit précédente. Des exigences que je m'excuse auprès de ma mère, des accusations selon lesquelles je déchirais la famille, un message particulièrement vicieux accusant Kevin de m'encourager à simuler des complications pour attirer l'attention. Puis, vers 5 heures du matin, le ton a changé brusquement. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? La police est à la maison. Ils disent que ta mère a été arrêtée. Appelle-moi immédiatement. C'est ton père. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais tu dois arranger ça. Ta mère ne ferait jamais de mal à personne. Quels que soient les mensonges que tu as racontés, tu dois te rétracter maintenant. Les messages de Courtney suivaient une trajectoire similaire. La colère que j'ai gâché sa gender reveal en forçant la famille à parler de trucs d'hôpital. La fureur que j'ai fait arrêter maman pour rien. Des menaces de me couper définitivement de sa vie si je ne retirais pas les plaintes que j'avais soi-disant fabriquées. Un message de ma sœur se démarquait des autres. Envoyé à 7h43. Maman m'a appelé en pleurant du poste de police. Elle a dit que tu l'accuses d'avoir essayé de faire du mal au bébé. C'est insensé. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Tu es malade dans ta tête et tu l'as toujours été. Tu te souviens quand tu as dit à tout le monde qu'elle t'avait giflé à Thanksgiving et que papa a dû expliquer que tu étais tombé contre le cadre de la porte? Tu as inventé des histoires sur elle toute ta vie.
J'ai fixé ce message pendant un long moment. L'incident de Thanksgiving auquel Courtney faisait référence s'était produit quand j'avais 11 ans. Ma mère m'avait en effet giflé assez fort pour laisser une marque parce que j'avais accidentellement renversé de la sauce sur sa nouvelle nappe. Mon père m'avait coaché sur ce qu'il fallait dire aux parents qui remarqueraient le bleu. J'avais répété l'histoire du cadre de porte tellement de fois qu'une partie de moi avait commencé à y croire. Courtney avait 8 ans à l'époque, assez jeune pour que le mensonge devienne sa réalité. Elle croyait sincèrement que notre mère était incapable de violence parce qu'elle avait été protégée de la voir. Notre mère avait toujours pris soin de me discipliner quand Courtney ne regardait pas, de garder ses critiques pour des moments privés, pour maintenir la façade de perfection pour son enfant préféré. Les messages textes brossaient un tableau clair de la façon dont ma famille allait gérer cette crise. Ils allaient faire bloc autour de ma mère. Ils allaient réécrire l'histoire pour me faire passer pour la méchante. Ils allaient se convaincre, et convaincre quiconque voudrait bien les écouter, que j'avais fabriqué des preuves, manipulé ma fille pour qu'elle mente, et orchestré un plan élaboré pour détruire une femme innocente. Personne n'a demandé de nouvelles de Rosalie. Pas un seul message ne s'est enquis de savoir si ma fille avait survécu à la nuit. Toute la famille restait concentrée sur l'arrestation de ma mère, la traitant comme un inconvénient que j'avais fabriqué pour voler l'attention. J'ai pris des captures d'écran de tout. Puis j'ai appelé mon mari. Kevin a répondu à la première sonnerie. Megan, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver à l'hôpital et l'accueil m'a parlé d'un incident de sécurité. Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis d'un trait. Les textos, les numéros bloqués, les images de vidéosurveillance. Brooklyn témoin de toute la scène, l'arrestation. Kevin a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Je viens te retrouver tout de suite. Où es-tu? En néonatologie. Je suis avec les filles. Ne bouge pas. Je suis là dans 2 minutes. Kevin a franchi les portes de l'unité de néonatologie 90 secondes plus tard. Il a traversé la pièce en 3 enjambées et m'a prise dans ses bras, me serrant fort pendant que je me permettais enfin de m'appuyer sur quelqu'un d'autre. On va porter plainte, a-t-il dit dans mes cheveux. Pour absolument tout ce qu'ils nous permettront. Elle ne s'approchera plus jamais de nos enfants. Je sais. Je me fiche que toute ta famille te renie. Je me fiche que nous ne leur parlions plus jamais. Rosalie est en vie parce qu'une infirmière a réagi rapidement. Et ta mère va passer le reste de sa vie à payer pour ce qu'elle a essayé de faire. Brooklyn est descendue de sa chaise et a enroulé ses bras autour de nous deux. Nous formions tous les 3 un cercle protecteur pendant que Rosalie dormait dans sa couveuse, inconsciente du cauchemar qui s'était déroulé autour d'elle cette nuit-là. Vers minuit, Kevin est resté avec Rosalie pendant que j'emmenais Brooklyn dans un vrai lit dans ma chambre de convalescence. Elle avait du mal à se calmer, son esprit rejoignant clairement ce dont elle avait été témoin. « Maman » a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Oui, ma chérie. Pourquoi mamie nous déteste ?» La question a brisé quelque chose en moi. Ma fille avait 6 ans. Elle aurait dû s'inquiéter de ses devoirs de maternelle et du parfum de la glace qu'elle voulait après le dîner. Au lieu de cela, elle essayait de comprendre pourquoi sa grand-mère avait tenté de tuer sa petite sœur. Je ne pense pas que mamie sache comment aimer les gens correctement, ai-je dit avec précaution. Certaines personnes sont très malades à l'intérieur, d'une manière que les médecins ne peuvent pas soigner. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute de Rosalie. Ce n'est pas la faute de papa. Ce n'est pas ma faute. Mamie a fait des choix qui ont blessé des gens et maintenant elle doit en affronter les conséquences. Est-ce qu'elle va aller en prison? Probablement pour très longtemps. Brooklyn est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, bien. Je l'ai serré plus fort et je n'ai pas discuté. Les 3 jours suivants se sont enchaînés dans un flou. Rosalie continuait de s'améliorer. Les médecins ont commencé à la sevrer du respirateur le mercredi, comme prévu. Le jeudi soir, elle respirait seule, toujours sous surveillance, recevant encore de l'oxygène supplémentaire par une canule nasale, mais n'étant plus dépendante d'une machine pour survivre. Kevin a pleuré quand ils ont retiré le tube du respirateur.
Brooklyn a pressé son visage contre la vitre de la couveuse et a chanté une berceuse qu'elle avait apprise à l'école. Je me tenais là, les bras autour de mon mari, et je regardais notre fille respirer de manière indépendante pour la première fois. Pendant ce temps, la situation juridique évoluait rapidement. La mise en accusation de ma mère a abouti à un refus de libération sous caution en raison de la gravité des charges et de la crainte du juge qu'elle ne tente de contacter la famille de la victime. Son avocat, un avocat pénaliste de renom engagé par mon père, a tenté de plaider qu'elle avait souffert d'un épisode psychologique provoqué par le stress de la naissance prématurée. L'accusation a contre-attaqué avec les messages textes que j'avais fournis, démontrant un schéma d'hostilité qui précédait sa visite à l'hôpital. L'inspecteur Morrison m'appelait pour me tenir au courant. Le procureur poursuivait pour tentative de meurtre au premier degré, ce qui entraînait une peine potentielle de prison à vie. Il ajoutait également des accusations liées à l'effraction dans un établissement médical restreint, à la mise en danger d'enfants et à l'intimidation de témoins. Ce dernier chef d'accusation faisant référence aux tentatives de mon père de me convaincre de me rétracter. Le procès de ma mère était prévu dans 4 mois. En attendant, elle restait en détention. Rosalie est sortie de l'hôpital au 12e jour de sa vie. Elle pesait 2,3 kg. L'équipe médicale a expliqué que la nutrition par perfusion et sa forte récupération avaient contribué à une prise de poids saine malgré son départ difficile. Ses poumons fonctionnaient normalement. Elle aurait besoin de rendez-vous de suivi et d'une surveillance attentive la première année, mais les médecins étaient optimistes quant à son pronostic à long terme. Nous l'avons ramenée à la maison, une maison qui semblait différente d'avant. La chambre d'enfant que Kevin et moi avions passé des mois à préparer semblait soudain inadéquate. Comment des murs pastels et un mobile d'animaux en feutre pouvaient-ils protéger ma fille d'un monde qui avait déjà essayé de la tuer ? La première nuit à la maison fut surréaliste. Kevin et moi nous relayions pour vérifier Rosalie toutes les heures, incapables de croire qu'elle continuerait à respirer sans une surveillance constante. Brooklyn a insisté pour dormir dans la chambre d'enfant, traînant son sac de couchage dans un coin pour pouvoir garder sa sœur. Je n'ai pas eu le cœur de refuser. Vers 3 heures du matin, presque exactement à la même heure que la tentative de ma mère 2 semaines plus tôt, je me suis retrouvée debout devant le berceau de Rosalie, à regarder le doux mouvement de sa poitrine. Elle était en bonne santé. Elle était en sécurité. Elle était à la maison. Pourtant, mon cœur battait la chamade avec une anxiété fantôme. Mon corps était convaincu qu'un danger rôdait quelque part, juste hors de vue. Kevin est apparu dans l'encadrement de la porte, sa silhouette se découpant sur la veilleuse du couloir. Il a traversé la pièce en silence et m'a entouré de ses bras par derrière. « Tu as le droit de te sentir traumatisé », a-t-il murmuré. Nous le sommes tous les deux. Je continue de revoir les images. La façon dont elle est restée là à regarder. Je sais. Elle n'a pas hésité. Il n'y a eu aucun moment de doute. Aucune seconde pensée. Elle est entrée avec un plan et l'a exécuté. Les bras de Kevin se sont resserrés autour de ma taille. Elle est en prison. Elle ne peut plus faire de mal à personne. Et si elle avait réussi ? Et si Gloria avait été en pause, ou occupée avec un autre bébé, ou juste 30 secondes plus lente ? Elle ne l'a pas été. Rosalie est là. Elle respire. Elle va grandir, faire des crises de colère, mettre le désordre et nous rendre fous de toutes les manières normales. Je me suis retournée dans l'étreinte de Kevin, le serrant fort pendant que notre fille dormait paisiblement à 1 mètre de nous. Les « et si » me hantaient pendant des années. Je le comprenais déjà. La thérapie aiderait, éventuellement. Le temps émousserait les arêtes les plus vives du traumatisme. Pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de rester dans la chambre de ma fille et de me rappeler qu'elle avait survécu. J'ai installé un système de sécurité ce week-end-là. Des caméras à chaque entrée, des détecteurs de mouvement dans le jardin, un système d'alerte qui nous notifierait immédiatement si quelqu'un s'approchait de la propriété. Kevin a soutenu chaque décision, comprenant que mon besoin de contrôle sur la sécurité de notre maison était une réponse directe à l'absence de contrôle sur ce qui s'était passé à l'hôpital. 1 mois après l'incident, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle l'avait écrite depuis la prison du comté,
et elle avait été envoyée avant que l'accusation ne puisse mettre en place une ordonnance de non-contact. La lettre faisait 3 pages, interlignes simples, remplies de son écriture en boucle. Elle s'excusait, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour la façon dont cela avait été perçu. Elle expliquait qu'elle avait seulement voulu épargner à la famille une souffrance prolongée. Elle croyait que Rosalie aurait une qualité de vie diminuée en raison de sa naissance prématurée et pensait qu'il serait miséricordieux d'empêcher cela. Elle terminait la lettre en me demandant de lui rendre visite. Elle voulait s'expliquer correctement. Elle voulait que je comprenne son point de vue. J'ai apporté la lettre à l'inspecteur Morrison, qui l'a ajoutée au dossier. L'accusation a noté que son aveu écrit renforçait considérablement leur dossier. Elle avait essentiellement avoué une tentative de meurtre prémédité tout en la présentant comme un acte de compassion. Le procès a eu lieu en octobre. J'ai témoigné pendant 4 heures sur 2 jours. Brooklyn a fourni une déclaration enregistrée qui a été diffusée au jury, sa petite voix décrivant exactement ce dont elle avait été témoin. Les images de vidéosurveillance ont été montrées plusieurs fois, commentées par des experts qui expliquaient les détails techniques de ce que ma mère avait fait. Mon père a assisté à chaque jour du procès. Il était assis dans la galerie derrière la table de la défense, le visage sans expression. Courtney est venue pour le verdict. Elle était alors enceinte de 8 mois, visiblement mal à l'aise sur les bancs de la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Ma mère n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été lu. Elle a simplement regardé droit devant elle, les mains jointes sur la table de la défense, comme si les procédures concernaient quelqu'un d'autre. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes s'étaient rassemblés. L'affaire avait attiré l'attention des médias locaux. Une tentative de meurtre sur un nourrisson par sa propre grand-mère faisait de gros titres captivants. Kevin a protégé Brooklyn des caméras pendant que je portais Rosalie dans son siège auto. Notre famille se déplaçait comme une unité vers le parking. Un journaliste a réussi à nous intercepter près de l'ascenseur. « Madame Brennan, que pensez-vous du verdict ?» J'ai marqué une pause, me demandant si je devais répondre. Kevin a touché mon bras, m'offrant silencieusement son soutien quelle que soit ma décision. Ma fille est en vie parce qu'une infirmière a réagi rapidement. La femme qui a essayé de nous la prendre passera le reste de sa vie en prison. Je ne me sens pas victorieuse. Je me sens épuisée. Je suis reconnaissante que ma famille soit intacte. Au-delà de ça, je veux juste rentrer chez moi et aller de l'avant. Le journaliste a ouvert la bouche pour poser une autre question, mais Kevin s'est interposé. Nous avons terminé. Veuillez respecter notre vie privée. Nous avons atteint la voiture sans autre interruption. Brooklyn s'est attachée dans son rehausseur pendant que je sécurisais le siège de Rosalie. Alors que Kevin sortait du parking, j'ai aperçu mon père dans le rétroviseur latéral. Il se tenait seul sur les marches du palais de justice, regardant notre voiture disparaître dans la circulation. Courtney était déjà partie, probablement incapable de supporter le verdict de culpabilité. Une partie de moi voulait avoir pitié de lui. Il avait perdu sa femme, envoyée en prison, sa fille, devenue une étrangère, et sa relation avec ses petits-enfants à cause de son refus obstiné de reconnaître la réalité. La retraite qu'il avait imaginée, les vacances en famille, voir ses petits-enfants grandir, la satisfaction tranquille d'une vie bien remplie, tout s'était évaporé en l'espace d'une seule nuit. Cette sympathie a duré environ 3 secondes avant que je ne me souvienne des messages textes, des accusations, des exigences de rétractation, de la suggestion que Brooklyn avait menti. Mon père avait fait son choix. Il avait choisi de croire un monstre plutôt que sa propre petite fille. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 3 semaines plus tard. La juge, une femme nommée Lorraine Hernandez qui avait présidé le procès, s'est adressée directement à ma mère avant d'annoncer sa décision. Madame Mitchell, en 30 ans de carrière, j'ai rarement rencontré une affaire qui m'ait aussi profondément troublée. Vous avez tenté de mettre fin à la vie de votre propre petite fille, un nourrisson pesant moins de 2,3 kg, luttant pour survivre dans une unité de soins intensifs néonatale. Vous l'avez fait délibérément, avec préméditation, et sans le moindre remords.
Votre lettre à votre fille a démontré non pas de la contrition, mais de la justification. Vous avez cru que vous aviez le droit de décider si cet enfant devait vivre ou mourir. Ma mère a finalement montré une émotion, une lueur de ce qui aurait pu être de la colère traversant ses traits. L'accusé est par la présente condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal estime que la vulnérabilité de la victime, la nature calculée du crime et l'absence continue de remords sincères de la part de l'accusé justifient la peine maximale prévue par la loi. Courtney a laissé échapper un sanglot étranglé. Mon père est resté parfaitement immobile. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni soulagement, ni justification, juste la reconnaissance creuse que la justice avait été rendue, tandis que les dommages restaient irréparables. Après la condamnation, mon père s'est approché de moi dans le couloir du palais de justice. Son visage avait vieilli de façon spectaculaire au cours des mois précédents. L'homme qui avait toujours semblé plus grand que nature paraissait maintenant diminué, réduit à quelqu'un que je reconnaissais à peine. « J'espère que tu es satisfaite, a-t-il dit. Elle a essayé de tuer ma fille. Elle était confuse. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle a écrit une lettre expliquant exactement pourquoi elle l'a fait. Elle comprenait parfaitement. Mon père a secoué lentement la tête. Tu as détruit cette famille. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, ce sera de ta faute. Il est parti. Je ne lui ai plus jamais parlé. Le bébé de Courtney est né 2 semaines après la condamnation. Un garçon nommé Patrick, 3,5 kg, en parfaite santé et criant à plein poumon. J'ai appris sa naissance par une connaissance commune. Aucun faire-part n'est arrivé chez nous. Aucune invitation à rencontrer mon neveu. Pour ma sœur, j'avais cessé d'exister. Étonnamment, cela m'allait très bien. Rosalie a eu 1 an par un après-midi ensoleillé d'avril. Nous avons organisé une petite fête, juste Kevin, Brooklyn, moi-même et quelques amis proches qui nous avaient soutenus pendant ce cauchemar. Rosalie portait une robe rose avec des fraises brodées sur le col. Elle a plongé ses mains dans son gâteau et a ri quand le glaçage s'est écrasé entre ses doigts. Brooklyn a offert à sa sœur une carte faite maison avec un dessin au crayon de leur famille, 4 bonshommes allumettes devant une maison. Un grand pour Kevin, un moyen pour moi, un plus petit pour Brooklyn, et un minuscule pour Rosalie. Aucun autre parent n'était inclus. C'est nous, a annoncé fièrement Brooklyn. Notre famille. Les gens qui s'aiment correctement. Kevin a serré ma main sous la table. J'ai regardé mes filles, l'une soufflant ses bougies, l'autre l'assistant avec enthousiasme, et j'ai compris quelque chose que j'avais du mal à articuler depuis des mois. La famille n'est pas définie par le sang. La famille est définie par qui est là pour vous, qui vous protège, qui choisit votre bien-être avant sa propre convenance. Ma mère partageait mon ADN, mais n'avait jamais vraiment fait partie de la famille. Les personnes assises à cette table, riant autour du gâteau et célébrant une étape qui avait failli ne jamais arriver, c'étaient eux, ma famille. Ceux qui comptaient. Ceux qui étaient restés. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un administrateur pénitentiaire. Ma mère avait demandé que je sois ajoutée à sa liste de visiteurs autorisés. Elle voulait me voir. Elle voulait rencontrer Rosalie. J'ai décliné. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Certaines blessures, une fois infligées, ne peuvent être pardonnées. Ma mère a fait son choix dans une chambre d'hôpital sombre à 3h17 du matin, quand elle a décidé que la vie de ma fille était un inconvénient qui valait la peine d'être éliminé. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Et nous vivons. C'est ce qui compte le plus. Nous vivons simplement, pleinement, librement, et enfin, libérés de personnes qui n'ont jamais mérité de se dire de notre famille. Modification, merci à tous pour votre soutien incroyable. Plusieurs personnes ont posé des questions sur la thérapie de Brooklyn. Oui, elle voit un pédopsychologue depuis l'incident, et elle va remarquablement bien. Les enfants ont une résilience qui ne cesse de m'étonner. Rosalie a maintenant 18 mois, elle atteint toutes ses étapes de développement sans aucune séquelle de son arrivée précoce ou de cette nuit horrible. Nous allons bien. Mieux que bien.
Nous nous épanouissons. Deuxième modification, pour ceux qui s'interrogent sur mon père et ma sœur, je n'ai aucun contact avec eux. D'après ce que j'ai entendu dire, mon père a demandé le divorce et a déménagé dans un autre état. Courtney me reproche apparemment d'avoir gâché son expérience de grossesse, ce qui est culotté de la part de quelqu'un qui a donné la priorité à une gender reveal plutôt qu'à la vie de sa nièce. Certaines personnes ne changent jamais. Je l'ai accepté. Modification finale, à tous ceux qui partagent leurs propres histoires de membres de famille toxiques. Je vous vois. Je vous entends. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas tort de vous protéger et de protéger les personnes qui méritent réellement votre amour. Les liens du sang ne sont pas un permis pour la maltraitance.